Être un bon négociateur est une qualité importante qu'il faut avoir. Peut-on être un bon diplomate tout en étant un syndicaliste engagé? Voilà l'une des équations traitées au cours de la formation que le syndicat autonome du ministère des Affaires étrangères initie au profit de ses membres. En un mot, il s'agit de démontrer que, contrairement aux apparences, ces deux activités peuvent être plutôt complémentaires. L'ONG Catholic Relief Service, toujours impliquée dans l'alimentation scolaire au Burkina Faso, à l'occasion de la journée internationale de l'alimentation scolaire qui est consacrée cette année aux cantines scolaires, c'est dans la province du BAM que le Catholic Relief Service est allé parler de repas sains et équilibrés pour les élèves. Et puis, 3 mois après son empoisonnement, le barrage de Samandeni manquerait de poissons. Une situation difficile pour les pêcheurs de la localité où les agriculteurs aussi seraient à la recherche de terres cultivables. Sotuo Justin Dabiré les a rencontrés. Vous les entendrez dans ce journal. Ce sont là les titres de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue. Être un bon négociateur est une qualité importante que devrait avoir un diplomate ou encore un syndicaliste. Mais est-ce que ce lien suffit pour affirmer que syndicalisme et diplomatie font bon ménage? Eh bien, la question était au centre d'une séance de formation initiée par le syndicat autonome du ministère des Affaires étrangères au profit de ses membres. Compte rendu, Rémi Lambert-Nébier. Syndicalisme et diplomatie, voilà une harmonie que les membres du syndicat autonome des agents du ministère des Affaires étrangères, SAMAE, doivent rechercher tant dans la pratique de leur métier que dans leur engagement syndical. Une conciliation qui semble difficile, voire impossible, mais c'est à cette quête que se lance le SAMAE. D'abord, je fais remarquer que la liberté syndicale est un droit constitutionnel. Alors, en aucun cas, il n'est fait mention que dans un ministère des Affaires étrangères, le syndicalisme n'est pas toléré, mais ce n'est pas parce que cela n'est pas mentionné qu'il n'y a pas la meilleure méthode de mener des actions syndicales dans un ministère où en réalité, un ministère constituant, si vous voulez, la vitrine de notre pays. Alors, les méthodes de lutte ne doivent pas être les mêmes. C'est pourquoi, après 13 ans d'existence, nous estimons qu'il nous faut analyser les conditions dans lesquelles le syndicalisme doit se mener dans un ministère des Affaires étrangères. Et ces conditions ne sont pas à envisager sous des angles opposés, dira le communicateur. Il faut plutôt appréhender ce dualisme sous le prisme de la complémentarité. Et il faut savoir qu'il y a une communauté de valeurs entre les deux, qui est donc la patience, qui est donc la persévérance et qui est donc la recherche de résultats collectifs. Maintenant, la différence est au niveau des mandats, c'est-à-dire ceux qui instruisent donc les négociateurs. Au niveau du syndicalisme, c'est la base, et au niveau de la diplomatie, c'est l'État. Et l'État, ça veut dire que ce sont des intérêts publics, ce sont des intérêts plus larges. Et au niveau des syndicats, c'est des intérêts professionnels. Mais les intérêts professionnels, s'ils sont satisfaits, concourent à la réalisation des intérêts généraux de l'État. Donc, pour moi, il n'y a pas d'opposition entre diplomatie et syndicalisme. La diplomatie, tout comme le syndicalisme, sont par excellence des domaines de la négociation, selon le docteur Poussi Sawadougou. Le profil du diplomate peut donc être considéré comme ce petit plus qu'a le SAMAE pour rendre plus efficace son action syndicale. Et c'est justement cette recherche de l'efficience, aussi bien dans leur militantisme syndical que dans la pratique de leur profession, que le syndicat autonome des agents du ministère des Affaires étrangères a initié cette séance de formation au profit de ses membres. Ils sont pêcheurs ou agriculteurs, elles sont vendeuses de poissons et tous font partie des populations déplacées et relogées à cause de la construction du barrage de Samandeni. Nous sommes dans la région des Hauts-Bassins.
Mais voilà, problème, ces derniers éprouvent des difficultés à exercer leurs activités. Ils sont confrontés notamment au manque de poissons dans le barrage et à la raréfaction des terres cultivables. Surtout, Justin Dabiré l'a constaté au cours d'une tournée organisée par l'ONG Oxfam dans les villages concernés. Suivez son reportage. Warkapina Traoré est un pêcheur traditionnel de poissons dans le village de Samandeni. Il y pratique la pêche depuis sa tendre enfance et la construction du barrage de Samandeni arrive comme une opportunité de développement de son activité de pêche. Le 24 décembre 2018, lorsque les responsables du barrage de Samandeni ont procédé à l'autorisation légale de la pêche, Warkapina Traoré et ses compagnons ont pris d'assaut le barrage. 3 mois seulement après, certains d'entre eux se plaignent déjà de la rareté des poissons dans le barrage. Nous sommes nés dans la pêche, donc notre travail n'est rien d'autre que la pêche. Lorsque ce barrage a été ouvert, nous sommes venus dans l'intention d'avoir quelque chose. Les gens qui étaient là au début étaient nombreux, mais ils sont tous répartis après avoir constaté qu'il n'y avait pas de poissons dans l'eau. Nous sommes restés parce que nous sommes de Samandeni. Nous n'avons nulle part où aller. Alors, nous sommes en train de supporter ces difficultés. Au début, il y avait beaucoup de poissons, mais aujourd'hui, c'est difficile d'en trouver. Certaines personnes disent que c'est la déviation de l'autre côté qui a emporté tous les poissons. En tout cas, c'est ce qu'elles disent, mais Dieu seul sait. La déviation, la voici. Certains pêcheurs n'en veulent plus. Elle serait à l'origine de leur calvaire. Le manque de poissons dans le barrage de Samandeni n'est pas la seule difficulté des pêcheurs. Warkapina Traoré et certains de ses compagnons sont aussi confrontés à des problèmes liés à la cherté du matériel de pêche. Les difficultés vécues par les pêcheurs sont également ressenties par les vendeuses de poissons. Installées au sein de la cité ouvrière du barrage de Samandeni, ces femmes se plaignent de la rareté des poissons et de bien d'autres difficultés auxquelles elles font face. Le poisson coûte cher ici. Il n'y a plus de poisson. Quand les clients viennent pour payer le poisson, ils disent que c'est cher. Alors que nous aussi, nous prenons ça à des prix élevés. Même si tu leur donnes ça au prix d'achat, ils disent que c'est cher. Nous n'avons pas d'électricité pour mettre au frais nos poissons, donc ça pourrit. Nous n'avons pas aussi d'eau pour bien laver les poissons. Les agriculteurs qui ont été déplacés disent ne pas avoir de terre cultivable sur les sites d'accueil, malgré le dédommagement du P10. faut pas pour on quoi faut pas ça faut na mana la faut mi ko mi ni on be ka ton mi si mi ko. Et on parle d'éducation maintenant, notamment de la politique du gouvernement d'en finir avec les écoles sous paillotes. Eh bien, toutes les contributions semblent les bienvenues. C'est le cas notamment dans les communes de Kindi, de Nandiala et de Kokologo, où le ministre de l'Éducation nationale est allé visiter des écoles construites par un opérateur privé. Compte rendu, Sandrine Zougouri. En 2016, Larba Pargo, entrepreneur de son État, se faisait arnaquer dans un appel d'offres de construction d'infrastructures scolaires. On a demandé les 11 sites là, juste ce qu'on a tollé. On fait un décompte, on dépose, et il tourne, que les bailleurs n'ont pas encore versé des fonds. C'est aujourd'hui, c'est demain, c'est aujourd'hui, c'est demain. Donc finalement, j'ai suspendu. Donc ensuite, il m'a rassuré, il a envoyé une lettre, rassuré que les bailleurs venaient en août. Et que dès qu'ils continuent, dès qu'ils arrivent là, ils vont faire le tour, visiter et puis ils vont me payer. Effectivement, on n'a jamais eu ce bail-là. Donc, c'était comme ça. Donc, moi, c'est une partie, j'ai laissé les 4 écoles là, le 11 là. Donc, après, maintenant, il a disparu. Voici ces infrastructures en question, situées dans les communes de Kindi, de Nandiala et de Kokologo.
Ce sont au total 8 écoles sur 11 qui ont été construites par l'entrepreneur et leur coût est estimé à 275 millions de francs CFA. Des infrastructures scolaires que le ministre en charge de l'éducation promet de racheter si les techniciens du ministère attestent de leur bonne qualité. Parce que nous, quand nous réalisons maintenant des infrastructures, c'est un paquet d'écoles plus équipements, donc de tabac, de bureaux enseignants, de fourrage positif, de latrines et d'éclairage par des systèmes photovoltaïques. Donc ici, il n'y a que les bâtiments qui sont réalisés. Et donc on va discuter avec l'entreprise dès qu'on aura les rapports de la justice pour engager les procédures de récupération de ces écoles et aussi voir dans quelle mesure on pourra avec cette entreprise-là compléter ces écoles pour que c'est aux normes des écoles que nous construisons. Cette politique du ministère dénote de la volonté du gouvernement d'en finir avec les écoles sous paillotes d'ici à l'horizon 2020. La preuve, cette école primaire du village de Kokologo, construite par le même entrepreneur, a permis à ses élèves d'avoir des salles de classe dignes de ce nom, même si cela ne s'est pas déroulé dans les règles de l'art. Bon, en réalité, sous la période après cette période-là, on donnait les cours sous les arbres. Bon, un matin, on est venu trouver que les salles de classe étaient ouvertes et on les a intégrées. D'une part, on est content parce que sous la période-là, on a échappé à beaucoup de dangers. Il y a eu la visite des serpents, des reptiles. On n'était pas en sécurité. Voilà, donc, étant de cette part, nous sommes contents même. Bon. Et d'autre part, je sais que l'entrepreneur n'est pas content parce qu'il n'est pas rentré en possession de ses droits. Cette tournée dans la région du centre-ouest a permis au ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales de s'imprégner des difficultés que rencontrent les acteurs de son ministère. Et quand un Stanislas Ouaro se met dans la peau d'un enseignant de la classe de CP1, c'est dans l'objectif d'encourager ses enseignants. Il faut parler fort. Voilà, pour une éducation de qualité, il faut des infrastructures scolaires appropriées, mais il faut aussi des conditions d'études acceptables, surtout en termes d'alimentation des élèves. Un domaine dans lequel l'ONG Catholique Relève Service s'investit énormément. Depuis 2012, elle marque le coup chaque année à l'occasion de la Journée internationale de l'alimentation scolaire célébrée dans le mois de mars. Ce 14 mars, ce sont les cantines scolaires qui ont été mises à l'honneur au cours d'une cérémonie organisée dans la commune de Guibaré, province du BAM. Reportage Alfred Thioyer. Un midi, pas comme les autres à l'école Yilou A et B de la commune de Guibaré, dans la province du BAM. Dans les assiettes des élèves, du riz gras. Chaque semaine, on mange du riz avec de l'haricot. Mais ce plat est composé d'aubergines vertes, de choux et de tomates. C'est délicieux. Un repas délicieux, sain et équilibré, voilà ce que souhaite l'ONG Catholique Relief Service aux élèves du Burkina à travers son projet Beokbiga. Un projet mis en œuvre dans les provinces du San-Matenga, du Namatenga et du BAM et qui vise à soutenir la qualité de l'éducation à travers la cantine scolaire. Et chaque année depuis 2012, le CRS célèbre aux côtés du gouvernement burkinabé la Journée internationale de l'alimentation en milieu scolaire. Une journée célébrée cette année à Yilou autour du thème « Qui prépare mon repas ?» Il traduit l'expression de la nécessité pour chaque être humain de déposer d'une façon durable de la nourriture, mais aussi surtout l'importance de la qualité du repas. Outre la provenance de la nourriture, le repas doit être bien préparé, exempt de toute critique du point de vue hygiène et nutritionnel. Là commence le véritable rôle et responsabilité des cantinières qui préparent le repas des élèves dans les écoles. Ce sont elles les femmes qui ont en charge la restauration des élèves de Yilou A et B. Elles s'engagent ce 14 mars à leur offrir un repas sain et équilibré. Un engagement soutenu par le gouvernement à travers la direction de l'allocation des moyens spécifiques aux structures éducatives. Le choix du thème de cette année est « Qui prépare mon repas ?» traduit la reconnaissance des premiers responsables des cantines scolaires sur la place importante qu'occupe chaque acteur dans le processus. Ce thème si pertinent
nous invite à la réflexion pour trouver les voies et moyens afin de recruter, de former et de suivre les cantinières et surtout de les mettre dans des conditions idoines pour préparer des repas sains et équilibrés au profit des jeunes scolaires. Le choix de Yilou pour la célébration de la Journée internationale de l'alimentation scolaire n'est pas fortuit. Le BAM est une province à haute insécurité alimentaire. Une mauvaise nutrition et un mauvais état de santé des enfants scolarisés sont des principaux facteurs sous-jacents aux phénomènes tels que l'absentéisme scolaire, les mauvais résultats en classe, le taux élevé d'abandon et de redoublement et par voie de conséquence le faible taux de rétention. C'est le lieu de rappeler que la qualité de l'éducation passe nécessairement par une nutrition saine et équilibrée de l'élève, pivot central de l'action pédagogique. La célébration de cette journée a été l'occasion pour le Catholic Relief Service de réitérer son engagement à soutenir les efforts du gouvernement dans la promotion des cantines scolaires. Le déroulement de ces actions au titre de l'année 2019 va concerner 996 écoles de la région du Centre-Nord pour une population scolaire estimée à 335 029 élèves. Une population scolaire nationale de laquelle près de 60% d'enfants scolarisables de 7 à 12 ans sont exclus en raison de leur handicap. Ce sont des chiffres du ministère en charge de l'éducation nationale, ce qui pose la question de l'éducation inclusive sur laquelle l'association ATI interpelle les autorités burkinabées et ce, à travers la campagne de plaidoyer annuel dénommée « Tirer la sonnette d'alarme ». Roméo Koyeta. Hugo Kaboré est handicapé depuis le bas âge. Mais ce qui aurait pu être un désavantage pour son cursus scolaire n'aura pas eu raison de sa détermination. Il est aujourd'hui titulaire d'un baccalauréat, d'un brevet d'état option finance comptabilité, d'une licence professionnelle et des masters en finance audit et comptable. S'il est comblé sur le plan académique, professionnellement, il l'est aussi. Au plan professionnel, j'occupe actuellement le poste de responsable administratif et financier pour le compte d'une structure de développement communautaire de la base. Qui pouvait croire à ça? Personne. Je dis bien personne. Même moi. Hugo Kaboré est la preuve palpable que les personnes handicapées peuvent réussir leurs études pour peu qu'elles soient soutenues. Il fait ce témoignage pour joindre sa voix à celle de ces centaines d'élèves pour défendre la cause des personnes handicapées. À travers ce sifflement, ils interpellent les décideurs sur l'intérêt de l'éducation inclusive. C'est la campagne de plaidoyer dénommée « Tirer la sonnette d'alarme », pilotée par ATI, l'association Tindi Algré. Et c'est l'école primaire publique de Boussier dans le Kourouéogo qui a été choisie pour abriter l'événement. Au niveau des écoles aussi, il y a des enfants handicapés qui viennent et il y a leurs camarades qui se moquent. Puis il y a des choses. Maintenant, on fait cette campagne pour sensibiliser et faire des plaidoyers avec les gens pour qu'ils puissent faire rentrer les enfants handicapés à l'école. En dépit des actions du gouvernement, ils sont encore nombreux ces enfants en situation de handicap qui n'ont pas accès au système éducatif classique. Selon le ministère en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, environ 60,4% des enfants en situation de handicap scolarisables de 7 à 12 ans ne le sont pas. C'est donc un combat de longue haleine, dira la marraine de l'événement. Vous voyez même déjà pour le problème des filles uniquement. Ça a été vraiment difficile pour que les gens acceptent d'abord de mettre leurs enfants à l'école, notamment les filles. Mais aujourd'hui, on est arrivé quand même à faire quelque chose. Il faut toujours commencer. Il ne faut pas jeter l'éponge avant d'avoir commencé. Et je pense que ce n'est qu'un début. Et le bruit que nous avons fait aujourd'hui, c'est un symbole pour réveiller ceux qui dorment et leur dire que voilà un autre problème qui se présente. Il faut qu'on se lève parce que tous les enfants sont tous pareils, handicapés ou non. Ils ont tous les mêmes droits. La campagne d'interpellation dénommée « Tirer la sonnette d'alarme » a lieu chaque année dans 24 pays du monde à la même période, dans la dernière semaine du mois de mars.
il n'y a pas que les enfants handicapés qui sont victimes d'exclusion d'un système social qui les oublie parfois. Il y a aussi l'autre frange des personnes vulnérables que sont les femmes. Les femmes handicapées éprouvent également d'énormes difficultés à s'intégrer malgré tous leurs efforts et leur bonne volonté. Eh bien, c'est le défi que tente de relever le festival Éclair qui a pris fin ce 16 mars. Il a démarré 3 jours plus tôt. Arsène Konditamde. La femme vivant avec un handicap est constamment marginalisée et se retrouve tous les jours de sa vie à affronter le regard inquisiteur de la société. Parfois chosifiée, elle se renferme sur elle-même et sa vie devient semblable à un long fleuve agité. Le festival Éclair veut apporter un peu de lumière dans la vie de ces femmes afin qu'elles soient plus épanouies. Un épanouissement qui passe par une autonomisation de cette couche vulnérable qui a aussi du talent à revendre. L'idée qui est derrière cette organisation est de pouvoir promouvoir et faire valoir les droits et les compétences des personnes vivant avec le handicap. Surtout la femme parce qu'elle est marginalisée. Surtout on croit que quand on est handicapé, on ne peut rien faire. Voilà, donc on a démontré ce qu'on peut faire de nos 10 doigts sans demander, sans rester au feu. Travaille, nous on veut travailler. Aidez-nous à avancer. On ne veut plus rester devant les feux pour demander. Pourquoi ne pas nous accompagner? Cette 3e édition du Festival Éclair se tient sous le thème « Politique d'autonomisation économique de la femme au Burkina Faso, opportunités et défis pour la femme handicapée ». Un thème qui va être débattu pour faire éclore des orientations pour un développement inclusif au Burkina Faso. Et vous savez, dans les engagements politiques de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, il est dit qu'aucun Burkinabé ne sera laissé en marge. Et ces gens d'initiatives participent de cette dynamique qui fait de telle sorte que tous les Burkinabés peuvent apporter leur contribution au développement de ces pays-là. Donc c'est dans un esprit et d'appréciation inclusive que nous avons salué cette initiative-là qui rentre en droite ligne de la politique globale du gouvernement, notamment du ministère en charge des personnes handicapées. Se battre pour plus d'autonomie et pour participer au développement du Burkina Faso, la marraine de la présente édition est heureuse de l'initiative de ses filleuls. Vous savez, nous sommes 17 millions de Burkinabés. Nous ne pouvons pas continuer à faire sans les femmes, mais encore moins sans les handicapés. Parce que quand on doit payer les impôts, on ne parle pas que c'est la personne handicapée, elle n'a pas droit, elle ne doit pas payer tel ou tel impôt. Donc c'est tout à fait naturel que nous soyons là pour les encourager et aussi les accompagner à aller de l'avant. Pendant les 72 heures que va durer le festival, plusieurs activités sont au menu pour le bonheur des festivaliers. Une rue marchande, des concerts, des projections de films suivis de débats vont meubler l'acte 3 du Festival Éclair. Et pour terminer, la 2e édition de la foire Burkina Daga débutera la semaine prochaine, c'est-à-dire le 23 mars. Les organisateurs sont à pied d'œuvre. Ils ont fait le point sur les activités prévues au cours d'une conférence de presse. Madina Sinon. Valoriser les producteurs locaux, mais aussi les compétences locales du Burkina Faso. C'est le défi que s'est fixé les organisateurs de la foire Burkina Daga, qui se tient pour la 2e fois consécutive. À travers cette foire, Ibrahim Ouedraogo et ses collaborateurs entendent soutenir cette déclaration du capitaine Thomas Sankara « Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons ». Nous ne sommes qu'une association qui a une dynamique, qui a une vision, mais qui doit peser plus sur les politiques publiques et amener l'État alors à s'inscrire dans une dynamique de valorisation des produits locaux et d'encouragement des producteurs locaux. Donc notre rôle, c'est la sensibilisation, mais aussi le plaidoyer. La sensibilisation de la population sur la nécessité de la consommation des produits locaux, mais aussi le plaidoyer au niveau de l'État pour que des politiques spécifiques soient prises pour la valorisation et la promotion des produits locaux. Pour cette 2e édition, plusieurs activités dont des panels débats, des formations et des rencontres B2B seront au programme. Ces rencontres d'échange permettront d'outiller les acteurs engagés dans la promotion des produits locaux afin qu'ils contribuent convenablement au développement du Burkina Faso. Le rendez-vous de la 2e édition est un temps de réflexion pour analyser la problématique de la qualité de nos produits
et s'inscrit dans l'optique d'intégrer la démarche qualité dans les comportements des producteurs dans un monde de business où la dimension qualité est de plus en plus prise en compte dans les choix des consommateurs. Les conférences, débats et formations constitueront un cadre de médiation intellectuelle et un lieu d'échange interactif entre les intervenants et le public. Organisée par l'association Burkina Ouamedo, la foire Burkina Daga se tiendra à la Maison du Peuple du 23 au 31 mars 2019 sous le thème « Enjeux et démarches pour un management efficient de la qualité de notre production locale ». Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à 19h30 pour le 7 Info, l'édition qui revient sur les temps forts de l'actualité. On aura aussi des invités avec qui on va parler de culture, notamment Paul Sondo avec son livre À l'aube du sort sacré. On parlera aussi d'économie, mais aussi de sécurité avec le rapport accablant du MBDHP pour le FDS. On aura un invité du MBDHP sur ce plateau. Ne le ratez pas. Merci et à demain.